The real work here is to put man in a mental condition where he can solve his own problems. So if you want to go clear, it's a $35,000 to $75,000 project. You don't know that. How were people treated on those ships if they misbehaved or if they transgressed? Abominably. So I thought, you know, this would be something to investigate. I was in New York at the time, and I picked up the phone and got the first of several death threats. And that's how I knew that the article had come out. Do you believe that Shelley Miscavige is a threat to David? Oh. Absolutely. Yeah. Absolutely. She's seen it all. She's been by his side the whole time. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce week-end spécial Scientologie, car comme vous avez pu le voir, ceux qui me suivent sur Instagram ou tout simplement dans l'onglet communauté de YouTube, je vous avais posté un petit message. La semaine dernière, j'étais très malade, j'ai eu une bonne crève. Il y a encore des restes au niveau de la voix, donc je m'en excuse. En tout cas, merci pour tous vos petits messages de soutien, me souhaitant bon rétablissement. Mais du coup, voilà, je vous avais dit que je condenserais tout en un week-end parce que beaucoup, à chaque fois, me demandent « mais au juste, c'est quoi la scientologie ?» Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une vidéo d'intro à la scientologie pour vous expliquer les origines, le concept, tout ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc demain, je vous parlerai de Tom Cruise, mais je ne vais pas aborder le portrait de Tom Cruise comme d'habitude. Je ne vais pas vous parler de ses films, etc. Ce sera plus sur l'homme et son rôle au sein de la scientologie, comment il a été happé là-dedans. Tom Cruise, on ne peut pas le dissocier de la scientologie, donc c'était quand même important, je trouve, de rassembler tout ça dans la même thématique, et aussi pour que vous compreniez un petit peu du coup d'autres vidéos que j'ai pu faire, notamment celle sur That 70 Show. Donc voilà, pour ceux qui me demandent à chaque fois dans les commentaires, allez où la vidéo sur Dany, c'est dans la vidéo de That 70 Show. Donc voilà, j'avais parlé de la scientologie dans cette vidéo-là. J'en avais également parlé dans la vidéo sur comment Katie Holmes s'est échappée de son mariage en fait avec Tom Cruise. Mais voilà, concrètement, la scientologie, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Posez-vous, prenez du thé, une boisson, n'importe laquelle, à manger, les petits gâteaux et tout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est quoi la scientologie? Alors, selon leur site officiel, voici ce qu'il y a d'écrit. C'est une religion qui fournit un chemin précis menant à une compréhension totale et certaine de sa vraie nature spirituelle et de ses rapports avec soi, sa famille, les groupes, l'humanité, toutes les formes de vie, l'univers matériel, l'univers spirituel et l'être suprême. L'être avec un E majuscule. Donc la scientologie a plusieurs vérités, on va dire, fondamentales. Alors l'homme est un être spirituel immortel. Son expérience dépasse largement la durée d'une seule vie, principe de réincarnation. Ses capacités sont illimitées, même si leur potentiel n'est pas réalisé dans le temps présent. Et de ce fait, l'objectif des scientologues est d'améliorer les aptitudes humaines afin de permettre à l'homme d'atteindre sa véritable identité, qui est le Tétan. Donc l'homme, selon eux, est fondamentalement bon et il doit pouvoir surmonter les éléments négatifs de son esprit, un but qui peut être atteint en appliquant les principes de la scientologie. Donc voilà les principes fondamentaux et le but de la scientologie. Et pour donc arriver à tout cela, eh bien il y a un travail thérapeutique à effectuer afin d'évacuer tous les traumatismes de vie antérieure qui peuvent dater jusqu'à... qui datent de plusieurs millions d'années auparavant. Ça vient même d'autres planètes, afin de mieux se reconstruire aujourd'hui, là dans le présent, et du coup de pouvoir développer des super pouvoirs, tels Dieu. Donc quand je vous dis que c'est assez extraordinaire, c'est que là on part sur quelque chose, c'est de l'ordre de la science-fiction, et c'est pas pour rien justement parce que c'est basé sur de la science-fiction. Donc on va parler du créateur. Il s'agit de Ron Hubbard, de son nom complet Lafayette Ronald Hubbard, qui est né le 13 mars 1911 à Tilden, dans le Nebraska. Alors soi-disant,
il aurait passé sa petite enfance dans le grand ranch de son grand-père, situé dans le Montana, qui, selon les dires de Ron, couvrait carrément un quart de l'État. Donc c'est très grand. Et c'est donc dans ce ranch qu'il aurait appris à lire et à écrire dès l'âge de 3 ans, très précoce. Sauf que non. La vérité, c'est que le grand-père de Ron, c'était un vétérinaire en fait d'une petite ville et il n'avait même pas d'élevage de bétail, donc pas de grand ranch, non. Et ses parents, ils ont déménagé à Helena dans le Montana, où là son père a été embauché pour gérer un théâtre local. Les grands-parents ont suivi, ils ont donc acheté une maison sur la 5e avenue. Premier mytho. Et ça, vous allez voir que ça va être tout le temps en fait. Ron et la mythomanie, c'est une grande histoire d'amour. Donc quand il a 6 ans, son père est enrôlé dans la marine après le début de la Première Guerre mondiale et au cours des années suivantes, lui et sa mère vont le suivre dans plusieurs villes portuaires où à chaque fois il est posté. Donc dans ses journaux où il relate sa vie, Ron écrivait pas mal de récits d'aventure, c'était une passion. Alors oui, ils ont voyagé mais pas autant et pas de manière aussi Indiana Jonesque, si je puis dire, que ce qu'il raconte. Plus tard, à la grande déception de son père, Ron échoue à l'examen d'entrée à l'Académie navale d'Annapolis, mais son père, déterminé à ce qu'il y entre, il va l'inscrire à la Swavely Preparatory School de Manassas en Virginie, dans un programme spécial destiné aux candidats potentiels d'Annapolis. Bon, malheureusement, Ron va se faire recaler à cause d'une mauvaise vue. Ensuite, il va s'inscrire à la Woodward School for Boys à Washington DC, et c'est en septembre 1930 qu'il est admis à l'école d'ingénierie de l'université George Washington avec une spécialisation en génie civil. Mais ses résultats sont médiocres, donc il abandonne 1 an plus tard sans avoir eu de diplôme, sans aucune qualification. Il se marie 2 ans plus tard en 1933 avec Mary-Louise Grubb, qu'on appelle Polly, et il va se lancer dans une carrière d'écrivain. Il va écrire dans plusieurs genres, des westerns, de l'horreur également, de la science-fiction et aussi ce qu'on appelle des pulp fiction. Alors à cette époque-là, il est payé 1 penny le mot, mais il va écrire. Il va en écrire tellement des livres qu'en 2006, il détient le record des livres Guinness du nombre de livres publiés, avec plus de 1084 œuvres publiées dans plus de 71 langues. Et pour ceux qui auraient le courage de lire ces romans, eh bien, on y voyait déjà des futures références à la scientologie. En 1934 naît son premier enfant, un fils, Ron Jr. Puis en 1936, il aura une petite fille qui s'appelle Catherine. Donc Ron, toujours passionné d'aventure, tout ça, là il va se pencher sur l'exploration. Donc en 1940, il fut élu au club des explorateurs et au cours de l'hiver 1940-1941, il a ses licences de capitaine de navire à vapeur et à moteur ainsi que capitaine de voilier. Et suite à ça, il est enrôlé en 1941 par les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il est déterminé à rejoindre la marine et il lui faut des lettres de recommandation. Alors, il va se les faire tout seul, hein. Donc il va se faire passer pour plusieurs personnes en écrivant ses lettres de recommandation. Bon, tant qu'à faire, hein, il va faire sa propre éloge. On peut retrouver par exemple « Cela présentera l'un des hommes les plus brillants que je n'ai jamais connus, le capitaine Lafayette Ron Hubbard. En exploration, il a honorablement porté le drapeau du Explorers Club et a étendu ses connaissances géographiques et minéralogiques. Il est bien connu dans de nombreuses régions du monde et exerce une influence considérable dans les Caraïbes et en Alaska. En tant que personnage clé des organisations d'écriture, il jouit d'une valeur politique considérable et dans le Nord-Ouest, il exerce une puissante influence. Pour son courage et ses capacités, je ne saurais trop le recommander. » C'est très humble, hein, toutes ces recommandations fictives. Donc il va exercer au sein de la Navy dès 1941. Alors il lui est arrivé des histoires extraordinaires hein, quand il était soldat, sauf que les 3/4 de ce qu'il raconte sont faux. Alors je vais pas m'étaler hein, sur tout ce qu'il a pu raconter, parce que demain il y a encore, hein, c'est trop long, mais que des mythos. En fait, il fait que d'un petit événement qui a pu se passer, il en rajoute des caisses et il en fait un récit extraordinaire. En même temps, c'est un écrivain. Mais en tout cas, il explique avoir failli perdre la vue et avoir eu le dos brisé pendant qu'il exerçait donc en tant que soldat et qu'il s'est guéri lui-même grâce à le pouvoir de la pensée, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est déjà les prémices de la scientologie. Il va se servir de ça
plus tard pour vendre sa science, si je puis dire. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est du mytho parce que quand on regarde ses dossiers médicaux, on voit qu'en fait, il a eu une simple conjonctivite et une légère arthrite et son rôle au sein de la Navy, il était pas fifou, quoi. Donc bon, bref. En tout cas, c'est pendant son séjour à l'hôpital qu'il réfléchit beaucoup sur la condition humaine et une fois qu'il est libéré de la marine en décembre 1945, il rentre pas chez lui où Polly et ses enfants l'attendent. Hein. Non. Il se rend à Pasadena, en Californie, rejoindre un certain Jack Parsons, qui est un personnage assez intéressant. Lui, en fait, il est le chef d'une organisation satanique qui s'appelle Ordo Templis Orientis. Et en fait, ça, c'est le nom américain de l'organisation dirigée en Angleterre par le célèbre magicien noir Aleister Crowley. Et déjà, comment ça sent pas bon? Déjà, c'est bizarre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il était fasciné par les travaux de ce magicien. Déjà, quand il était jeune et qu'il se rendait à la bibliothèque avec sa mère, il lisait des ouvrages de ce magicien. Ça le fascinait. Du coup, il a développé un certain intérêt pour la magie. Donc Crowley est devenu son mentor, et ce jusqu'à sa mort en 1947. D'ailleurs, il a même parlé de lui beaucoup plus tard dans des conférences en disant que c'était son bon ami. Du coup, il a suivi ses traces, donc il a adopté certaines des pratiques de ce magicien noir, notamment l'usage de substances illicites, ainsi que l'utilisation d'affirmations. Et ça, l'utilisation des substances, c'est intéressant quand même de s'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que la scientologie est genre anti-drogue, quoi. Ah non, on va des rétro-satanas, pas du tout. Et l'un des fils de Ron a déclaré que son père consommait régulièrement des substances illicites, notamment des amphétamines, des barbituriques, des hallucinogènes, de la CC, ainsi que de la mescaline. Un bon cocktail, quoi. Et d'ailleurs, son fils précise également que son père, donc Ron, mettait occasionnellement du phénobarbital dans les produits que consommait son fils. On est sur un bon père de famille, quoi. Bon, toujours est-il que dans les affirmations qu'il a étudiées, tout ça machin, il y en avait une en particulier qui était « Tous les hommes seront mes esclaves, toutes les femmes succomberont à mes charmes, toute l'humanité rampera à mes pieds sans savoir pourquoi ». Déjà, si le bonhomme il adhère à ce genre de pensée, vous imaginez ce que ça va donner par la suite. Ron et ce certain Jack Parsons, chez qui donc il vit à Pasadena, eh bien ils vont nouer un partenariat occulte où ils vont en fait pratiquer des rituels afin de produire un enfant de la lune, l'incarnation de Babylone dans un enfant à naître. En gros, l'antéchrist, si vous voulez. Donc il fallait trouver une mère pour engendrer cet antéchrist. Du coup, au cours de ces rituels, qui eurent lieu les 3 premiers jours de mars 1946, Jack était grand prêtre et il a eu des rapports intimes avec une jeune fille, tandis que Ron, qui était présent, agissait comme observateur, voyant ou clairvoyant, et décrivait ce qui était censé se passer sur le plan astral. C'est perché, hein, je vous l'avais dit. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ron? Il s'est enfui. Enfin, il est parti avec la petite amie de Jack, c'est sympa, Sarah Northrop. Ils sont partis en Floride. Bon, pas les mains vides, hein. Ils ont pris avec eux $20 000 qui appartenaient à Jack. Donc oui, ils l'ont volé. Ils ont acheté plusieurs bateaux et ils ont vécu donc en mer comme ça pendant quelques temps, jusqu'à ce que Jack obtienne une ordonnance d'interdiction pour récupérer une partie de ses biens. Bon, du coup, le 10 août 1946, Ron et Sarah se marient à Washington, bien que Ron soit toujours marié à Polly. Donc il a abandonné femme et enfant, hein. Il n'est pas revenu. Donc il se marie avec cette nouvelle femme, qui n'est pas au courant de l'existence de son premier mariage, hein, on est d'accord. Elle sait pas non plus qu'il a déjà 2 enfants. Hein. Bon, c'est pas grave, elle reste avec lui, hein, donc ils vont vivre dans une caravane à Port Orchard, dans l'état de Washington, à seulement quelques kilomètres de Polly et des enfants. Comme ça, il peut les voir de temps en temps. Et 1 an et 4 mois après avoir épousé Sarah, son divorce d'avec Polly est prononcé. De là, il se lance dans une quête personnelle d'une science de l'esprit, et ses premières conclusions apparaissent dans le livre The Original Thesis en 1948, qui est un espèce de préquel, on va dire, du livre qui sera en fait le début de tout, à savoir Dianétique. Donc juste avant la publication de Dianétique, on est en avril 1950, Ron devient papa pour la 3e fois d'une fille qui s'appelle Alexis, et donc là, comme je vous dis, sort le livre Dianétique, science moderne de la santé mentale, qui va faire un véritable carton. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Une espèce de psychothérapie en dehors des enseignements de la psychanalyse freudienne. On va en reparler après, je continue vite fait sur sa vie. Son mariage avec
Sarah, bon bah ça va pas marcher. Elle finit par le quitter en 1951. Elle le traite de schizophrène paranoïaque, à juste titre, hein, parce que si elle avait le malheur de sourire dans son sommeil, il la réveillait avec une grande baffe parce qu'il pensait qu'elle était en train de rêver d'un amant. Bon, toujours dit que quand elle l'a traité de schizophrène paranoïaque et qu'elle l'a quitté, et ben lui, il a kidnappé leur fille Alexis. Il a essayé de faire interner Sarah en disant qu'elle était folle, et dans sa plainte, Sarah déclarait que Ron l'avait soumise à plusieurs reprises à des tortures systématiques, notamment des pertes de sommeil, des coups, des étranglements, des expériences de torture scientifique. Donc selon elle, lorsque Ron s'est rendu compte que le divorce était inévitable, il a dit qu'il allait mettre fin à ses jours, donc il lui a fait du chantage, car il avait peur qu'un divorce ruine sa réputation. Elle dit que Ron l'avait empêché de dormir pendant 4 jours, puis lui avait donné des somnifères qui avaient failli la tuer. Et une fois, il a failli l'étrangler, il a rompu sa trompe d'Eustache. Du coup, maintenant, elle a l'audition qui déraille, quoi. Bon, elle l'a aussi accusé d'autres choses, mais elle précise qu'il est désespérément fou. J'avais aussi vu, je l'ai pas retrouvé, mais j'avais vu que quand il avait kidnappé leur fille, il lui avait fait croire qu'elle était morte. Vous imaginez dans quelle détresse elle était, pour qu'au final ils disent non, elle est pas morte, pour après redire non mais si en fait elle est morte. Donc il a joué avec ça pendant un certain temps. Horrible, horrible mec, horrible. Bref. Bon, donc comme je vous dis, il s'est enfui avec bébé Alexis qui avait seulement 1 an. Ils ont été à Cuba. Ensuite, il a déménagé à Wichita, créé la fondation Wichita avec le financier Don Purcell. Et il a fini par conclure un accord avec Sarah dans lequel il a accepté de lui rendre Alexis si elle renonçait à ses accusations à son encontre. Sarah s'est rendue à Wichita pour récupérer Alexis en signant une déclaration préparée par Ron, déclarant que les choses qu'elle avait dites à son sujet étaient fausses et que Ron était un homme bon et brillant. Ensuite, elle a pris un bus pour rentrer à Los Angeles avec son bébé et elle n'a jamais revu Ron. Bon bah lui, il a eu une relation avec une étudiante de la fondation Wichita, tant qu'à faire, une jeune Texane qui s'appelle Marisou Whip, et en mars 52, il l'épouse. Elle est enceinte de 2 mois au moment du mariage et elle sera donc sa 3e et dernière épouse avec qui il aura 4 enfants. Donc d'après les rapports de personnes proches de la famille, même si Marisou était dévouée à ses enfants, Ron n'a développé de relations étroites avec aucun de ses 7 enfants. Son seul intérêt à leur égard était ce qu'il pouvait faire pour faire avancer ses intérêts en scientologie. Par exemple, lorsqu'il a appris que l'un de ses fils s'était ôté la vie, Quentin, c'était en octobre 76, on pouvait l'entendre crier à tue-tête ce saleté de gamin est stupide, mais qu'est-ce qu'il est stupide, regardez ce qu'il m'a fait, par exemple. Bon, donc voilà, fermons la parenthèse. Revenons donc à la Dianétique, donc le berceau de la scientologie, hein, si on peut dire ça comme ça, la genèse. Alors, comme je vous dis, le bouquin marche super bien. On compare vraiment à ce qu'on pourrait appeler maintenant un livre de développement personnel. Du coup, il y a plusieurs groupes qui vont se créer, des groupes de Dianétique, aux États-Unis, en Australie et en Israël. Oui, parce que le bouquin a été publié dans plusieurs langues. Donc là, on rentre un peu plus dans les détails. Il a peaufiner son histoire. Alors en Dianétique, le but est de débarrasser l'esprit des engrammes. Alors c'est quoi des engrammes? En fait, ça stocke des images d'expériences passées, bien sûr, qui contiennent un fort contenu émotionnel négatif. Et il faut donc se débarrasser de tout ça afin que la personne devienne ce qu'on appelle clair, going clear. Vous avez peut-être déjà entendu ça si vous êtes penché sur la scientologie. Il faut atteindre le stade de clair, net, propre, comme vous voulez, clair. Donc il faut purger ces engrammes qui empêchent d'avoir accès au tétan. Alors c'est quoi le tétan? C'est un être immatériel parmi tant d'autres, puisque chacun a un tétan. Donc ce sont des êtres qui ont vécu il y a 75 millions d'années sur une autre planète et qui ont été conduits sur Terre par leur prince Xenu, qui a pété un plomb et qui les a tous condamnés, en fait il les a brûlés dans des volcans, tout son peuple, tout le monde, tous les tétans se sont retrouvés carbonisés, ils sont morts et du coup leurs âmes ont pris possession des corps humains. Donc on a un tétan en nous qui vit, mais qui est pollué par les engrammes. Et c'est ça qui nous bloque aujourd'hui pour être heureux et pour avoir accès à notre tétan. Il faut donc purger tout ça. Et là, on pourra être comme un dieu
On pourra faire des trucs de ouf, genre déplacer des objets juste en les regardant, ce genre de choses, quoi. Avoir des pouvoirs magiques. Et du coup, c'est là où intervient la dianétique, qui est donc un mélange d'hypnose et de développement personnel qui révèle nos traumatismes enfouis, donc ceux des tétans, hein, on est d'accord. Et pour effectuer cette réhabilitation spirituelle, eh bien Ron a développé le système des auditions qui permet, via l'utilisation d'un électropsychomètre, de revivre des événements douloureux ou traumatiques de son passé et donc de permettre de se défaire de leurs effets négatifs sur l'esprit. Alors l'audition permet d'évaluer la masse mentale entourant le tétan, masse mentale donc qui empêche le tétan de réaliser pleinement son potentiel. Et selon Ron, il va encore plus loin, selon lui, une partie des maladies physiques serait psychosomatique et celui qui, comme lui, a atteint l'état révélateur de clair et est devenu donc un tétan opérant, comme on dit, il sera relativement préservé des maladies. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Il y a quand même des gens qui ont parlé bien plus tard, des anciens membres qui disent que, bon, quand il a écrit tout ça, il était quand même sous l'emprise de certaines substances. Oui, je veux bien croire, notamment des substances hallucinogènes, en dépit de son discours qui bannit toute utilisation de substances. Bien sûr, ou de médicaments d'ailleurs. Donc pour les scientologues, la science et les religions n'ont pas pu empêcher les guerres et les destructions, donc il faut repenser sa façon d'être au monde pour arriver à la paix. Donc ces enseignements, il va en faire une religion afin de bénéficier de la protection du premier amendement de la Constitution américaine, liberté de culte, et du régime d'exonération fiscale qui lui correspond. Oui, étant donné que les adeptes, les membres, doivent payer donc ces auditions qui coûtent une blinde. Bon, Ron engrange, vous comprenez, pas mal de sous. Et c'est un peu embêtant que le fisc vienne mettre son nez là-dedans et lui prenne tout. Donc, c'était bien d'en faire une religion comme ça, il y a moins de problèmes. Donc, dans certains documents qui auraient été écrits par Ron lui-même, il suggère qu'il faudrait considérer la scientologie comme une entreprise, pas comme une religion. Donc, voilà ce qu'il disait. « Je vais inventer une religion qui me rapportera une fortune. Je suis fatigué d'écrire pour un penny le mot. » Et dans une lettre qui date du 10 avril 1953, il est écrit « La scientologie considérée comme une religion permettrait de résoudre un problème d'affaires pratique et parviendrait également à des fins plus justes avec ce que nous avons à vendre. » Du coup, ils vont adopter tout l'arsenal religieux, quoi. Donc des cérémonies, des prières, etc. Et la première église de scientologie est ouverte en 1954 à Washington et le mouvement s'étend à travers le monde. Donc en plus de ces services religieux, l'audition et la formation, parce qu'ils ont donc des études à faire, il y a plein de bouquins à étudier. La scientologie propose également des programmes sociaux comme le programme anti-drogue Narconon, également celui de réhabilitation de détenus, Criminon, mais sous ce vernis, quand on gratte un petit peu, on se rend compte quand même que le personnage de Ron, il est très problématique. Bon, là je vous raconte tout ça, on le sait, mais à cette époque-là, il était considéré comme un messie. Donc selon des adeptes, il pouvait être charmant quand il le voulait, et à d'autres moments, il explosait dans des accès de colère. Donc selon un étudiant, je vous cite, Ron donnait des conférences tous les jours. Il était très impressionnant, dévoué et amusant. L'homme avait un charisme énorme. Vous vouliez juste entendre chaque mot qu'il avait à dire et écouter la moindre perle de sagesse. Ron avait un dynamisme incroyable, une personnalité désarmante, magnétique et bouleversante. Je me souviens avoir été à Sainte-Île un soir et l'avoir croisé, et alors que nous commencions à parler, les gens se sont rassemblés. Les gens avaient avec lui le sentiment merveilleux d'être en présence d'un grand homme. Encore d'autres étudiants qui témoignent. Ron pouvait être très attentionné et gentil à un moment donné et assez hideux le moment suivant. Un autre aspect de son caractère était sa paranoïa. Alors effectivement, il a écrit plusieurs lettres au FBI accusant la plupart de ses associés d'être des communistes qui complotaient pour le détruire. Il a même écrit au FBI à propos de sa femme où il l'accusait, donc Sarah. Donc il accusait Sarah ainsi que son petit ami d'être communiste, une décision aux conséquences potentiellement dangereuses à cette époque-là. Heureusement, pour les nombreuses personnes qu'il a nommées dans ses lettres, le FBI n'a pas pris Ron au sérieux. Il y avait une amie du couple qui a également rapporté qu'il ne faisait confiance à personne et était très paranoïaque. Il pensait que la CIA avait tué des hommes et qu'ils en avaient après lui. Nous marchions dans la rue et je lui demandais pourquoi marches-tu si vite? Il regardait par-dessus son épaule et disait « Je ne sais pas ce que c'est que d'être une cible », alors que personne n'était après lui, ce n'était qu'une illusion. Autre problème quand même par rapport à
à son église et à la dianétique, c'est l'opposition du corps médical. Car la dianétique, qui est présentée comme une thérapie mentale, n'a pas lieu d'être. Ça n'est pas une réelle médecine. En fait, là, ce qu'ils font, c'est pratiquer la médecine sans autorisation. Et en plus de ça, les scientologues crachent sur la psychiatrie. Selon eux, la psychiatrie nie le côté spirituel de la nature humaine. Donc il y a eu un conflit qui a duré longtemps entre l'establishment médical et psychiatrique, en particulier l'American Psychiatric Association, centré sur l'opposition de l'Église à l'utilisation des médicaments altérant la conscience et à des procédures telles que les lobotomies. Le conflit avec cette association, y compris une croisade contre le médicament populaire Prozac, a été poursuivi par la Commission citoyenne de l'Église pour les droits de l'homme. Et en 1958, il y a l'Internal Revenue Service qui a commencé à révoquer le statut d'exonération fiscale de certaines églises de scientologie pour, entre autres raisons, leur pratique consistant à vendre des cours de conseil. Il y a également des agents de la Food and Drug Administration qui ont fait une descente dans l'église située à Washington en 1963. Ils ont saisi ces compteurs électroniques au motif qu'il s'agissait d'appareils non autorisés pour le diagnostic et le traitement des maladies. Oui, parce que cette fameuse machine là où les gens y tiennent des cylindres et où il y a une aiguille qui dit « Ah, là il y a quelque chose à creuser, un traumatisme ou quoi », c'est du vent en fait, ça n'a aucune valeur scientifique, médicale, enfin non quoi, c'est reconnu par rien du tout. Et Ron base une partie en tout cas de sa médecine mentale sur cet appareil. Bon, il continue quand même à raconter des histoires extraordinaires lors de ses conférences et tout, et dans un bulletin daté du 11 mai 1963, là il va très loin, il affirme qu'il a visité le paradis à 2 reprises. Une fois il y a 403 000 milliards d'années, et une autre fois il y a 42 000 milliards d'années. Donc il enseigne à ses disciples que le paradis n'est qu'une station d'implantation dans l'espace, et il déclare que lors de sa première visite, il avait trouvé le paradis complet avec des portes, des anges et des saints, avec un équipement d'implantation électronique. Et quand il est reparti faire un tour la deuxième fois, donc 1000 milliards d'années plus tard, il dit avoir découvert des changements aux cieux. L'endroit est minable, la végétation a disparu, les piliers sont en mauvais état, les saints ont disparu, les anges aussi. Un panneau sur le côté à gauche en entrant, c'est précis, hein, indique c'est le paradis. Sur la droite, il y a un panneau avec écrit enfer avec une flèche. Et à l'intérieur du parc, on peut voir des fouilles, comme des fouilles archéologiques, avec des terrasses qui mènent à l'enfer. Et il y a juste une clôture avec un simple fil autour. Ok, bon. En 1966, il abandonne la direction officielle du mouvement pour se consacrer à ses recherches. Et il embarque l'année suivante à bord d'une flotte qu'il a créée, qui s'appelle la Sea Org, qui est une organisation maritime. Et c'est en fait un ordre religieux dont le premier objectif est de former des scientologues dévoués au niveau supérieur de scientologie afin de les envoyer dans les organisations prévues à cet effet. Donc selon d'anciens scientologues, Ron avait à son service personnel des messagers, comme on les appelle, qui transmettaient ses ordres et desquels était attendue une obéissance aveugle et immédiate. Et là, c'est assez incroyable. Il recruta à partir de l'âge de 12 ans. Plus ils étaient jeunes, mieux c'était. Et il faisait signer un contrat d'embauche pour 1 milliard d'années. Oui, parce que donc tu travailleras pour lui là, mais aussi dans tes prochaines vie. I signed a contract for $1 billion years. 72 hours without sleep. And you were 15 at the time. I mean, looking back, you know, I deeply regret even my fringe participation in some of the things that went on, and I'm ashamed of some of them. People were thrown overboard, hands bound and feet bound and blindfolded. You know, women of 55 years old, you know, for running a process incorrectly in an auditing session, you know. En fait, quand il a commencé la scientologie, à fonder tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, les étudiants, ils étudient des livres. Il y a plein de manuels à étudier. Ron les avait pas tous écrits quand il a créé tout ce truc-là. Du coup, quand il s'est retiré dans les mers, dans les océans, là, avec la Sea Org, il a continué à écrire à la fin de son baratin pour que l'histoire soit complète. Parce qu'en fait, à chaque fois donc qu'on monte en niveau, on a accès à encore plus de manuels et dès qu'on est au summum, on a accès directement aux derniers écrits. Aux 10 commandements, quoi, si vous voulez, limite. Donc voilà, mais ça, ils n'étaient pas encore prêts.
fallait les écrire. Donc, non mais sérieusement, quelle arnaque. Bref. Donc, sur le bateau, tous ceux qui vivaient avec lui, ils ont vu des vertes et des pas mûres. Hein. Bon, au début, il était de très bonne humeur. Il veillait tard le soir sur le pont et il parlait à tout le monde jusqu'aux petites heures du matin de toutes ses aventures, dans ses vies antérieures bien sûr, et de la façon dont il était pilote de course automobile dans la civilisation Markab, civilisation qui existait il y a des millions d'années sur une autre planète, semblable à la Terre, dans les années 50, sauf qu'il voyageait dans l'espace. Donc il a dit qu'il était pilote de course et qu'il pilotait le Dragon Vert, qui a établi un record de vitesse avant d'être tué dans un accident. Dans l'une de ses vies, il est mort comme ça. Donc il est revenu dans une autre vie sous le nom de Diable Rouge, et il a battu son propre record, puis il est revenu et a récidivé sous le nom de Blue Streak. En fait, il battait son propre record de vie en vie. Donc tout le monde était fasciné de tout ce qu'il avait vécu, impressionné, et c'était pour eux un honneur qu'il partage tout ça avec eux, des choses vécues il y a des millions d'années. Bon, certains s'accordent quand même à dire que Ron aurait dû être diagnostiqué maniaco-dépressif avec tout ce qu'il racontait. Il avait en plus, comme je vous disais tout à l'heure, des tendances paranoïaques. Il avait même eu des épisodes de profonde dépression, au cours desquels il restait au lit dans une torpeur, disant un jour à l'un de ses serviteurs qu'il voulait mourir. Il a développé des phobies de la poussière et des odeurs qui étaient à l'origine de fréquentes crises de colère explosives. Il se plaignait toujours que ses vêtements sentaient le savon ou qu'il était étouffé par une poussière que personne d'autre ne pouvait détecter. Et ces crises de colère se sont accentuées avec l'âge. Après un accident de moto qu'il a eu à Tenerife, dans les îles Canaries, il s'est cassé un bras et plusieurs côtes. Là, il a été d'une humeur massacrante, ignoble. Et du coup, les conditions de vie à bord du navire se sont détériorées. Ses actions sont définitivement devenues plus bizarres après l'accident de moto. On pouvait l'entendre dans tout le navire crier, déclamer et délirer jour après jour. Il prétendait toujours que les cuisiniers essayaient de l'empoisonner et il commençait à sentir des odeurs partout. Ses vêtements devaient être lavés à l'eau pure 13 fois en utilisant 13 seaux d'eau différents pour rincer une chemise afin qu'il ne sente pas de détergent dessus. Ouais, ça a été compliqué quoi vers la fin. Du coup, la flotte a été désarmée en 1976 et entre-temps, a été nommé un nouveau leader de la scientologie, David Miscavige. Alors lui, il s'est chargé d'ouvrir les centres de célébrités, les Celebrity Centers, ouverts au grand public, mais principalement destinés à accueillir des célébrités, donc artistes, politiciens, dirigeants d'industrie, personnalités sportives, etc., afin qu'elles puissent promouvoir la scientologie, puisqu'elles ont de l'influence. Bon, alors on compte parmi ces gens John Travolta, Tom Cruise bien sûr, Juliette Lewis, Elizabeth Moss, Catherine Bell, Katie Holmes, fut un temps, Isaac Hayes, Chick Corea, le chanteur Beck et bien d'autres. Et là, on va commencer un petit peu à parler du sale. Alors, il y a un truc parmi la scientologie qui s'appelle Opération Freakout. On a une journaliste qui s'appelle Paula Cooper. Elle avait commencé ses recherches sur la scientologie il y a très longtemps, en 1968. Elle avait écrit un article où elle critiquait concrètement l'Église. C'était pour le magazine britannique Queen, qui est l'ancêtre de Harper's Bazaar. Donc cet article est paru en 1969. C'est la première qui s'était penchée sur la scientologie et qui a écrit donc un papier public sur ses dérives. Ah bah ça s'est pas bien passé pour elle. La scientologie a intenté une action en justice pour diffamation. Elle s'est pas laissée intimider. Elle a continué. Elle a développé son article dans un livre complet, Le scandale de la scientologie, un examen effrayant de la nature, des croyances et des pratiques de la religion actuelle entre guillemets. Cet ouvrage a été publié par Tower Publications à l'été 1971. L'Église a encore riposté. Ils l'ont poursuivi en justice en décembre 71, exigeant $300 000 pour déclaration fausse, diffamatoire. Donc je vais vous citer ce qu'elle raconte. Il y a eu des menaces de mort, mais la pire chose qu'ils m'ont faite a été de me piéger de manière criminelle après la sortie de mon livre, un stratagème qu'ils ont appelé Opération Freakout. Entre autres choses, les scientologues ont volé mon papier à lettres, y ont écrit des alertes à la bombe, les ont dénoncés au FBI et m'ont fait arrêter. Cela a presque fonctionné et j'aurais pu aller en prison. 5
5 ans après que le gouvernement ait abandonné mes accusations, le FBI a enquêté sur la scientologie pour d'autres crimes. Ils ont trouvé des mémos rédigés par les scientologues à ce sujet, ainsi que d'autres tentatives infructueuses visant à me mettre en prison ou dans des établissements psychiatriques. Ils m'ont présenté à une femme avec qui je suis devenue amie, puis elle m'a présenté à un homme avec qui je suis devenue, disons, très amicale, et il a emménagé avec moi. J'ai été mise en relation avec un espion secret de la scientologie comme petite amie. Il y a aussi eu d'autres choses horribles, comme afficher mon nom et mon numéro de téléphone sur les murs de la ville pour que je reçoive des appels pornographiques dégoûtants. Ils ont annulé mes vols aériens, envoyé des lettres anonymes à chacun des 400 locataires de mon immeuble qui m'appelaient par des noms dépravés, et tout ça a duré environ 15 ans. Une période de harcèlement intense qui m'a menée à une dépression. J'ai brièvement consulté un psychiatre et lorsque la scientologie l'a découvert plus tard, ils sont entrés par effraction dans le cabinet de mon médecin et ont volé mes dossiers. Ce voleur a finalement quitté la scientologie, il s'est excusé auprès de moi et il a décidé de m'aider légalement. Je savais aussi que les scientologues volaient mon livre dans les bibliothèques partout aux États-Unis. Après avoir quitté l'église, la personne chargée de cela dans le Michigan a admis qu'elle obéissait à des ordres. Voilà, par exemple, les horreurs. L'horreur qu'elle a vécue, ils ont voulu lui détruire sa vie. Heureusement, elle s'en est sortie, mais ça a été long. Donc, comme je vous disais, c'est Miscavige qui a pris les rênes parce qu'en 1980, Ron n'apparaît plus dans les fonctions publiques reliées à la scientologie. C'est David donc qui s'occupe de tout. Très vite fait, mais je vais vraiment pas m'étaler dessus. Sachez quand même qu'il y a eu plusieurs procès intentés à l'égard de Ron au cours des années 70, notamment pour escroquerie. Mais s'il y a bien une opération qui ressort le plus du lot, ça a été l'opération Snow White. Ça, c'est intéressant. C'était en 1977. Donc, ce projet aurait inclus une série d'infiltrations et de vols de 136 organismes gouvernementaux, ambassades et consulats, ainsi que d'organismes privés critiques à l'égard de la scientologie réalisés par des membres de l'Église dans plus de 30 pays. Donc, ça veut dire qu'en fait, la scientologie avait déployé des agents partout pour tout infiltrer afin de détruire tout ce qui pourrait entacher la scientologie. Donc le FBI a découvert ça, donc ça s'est appelé l'opération Snow White. Donc le FBI a découvert des dossiers que l'Église constituait sur ses ennemis potentiels afin de les mettre hors d'état de nuire, par exemple ce qu'ils ont pu faire à cette fameuse journaliste. Et il y a 11 cadres haut placés de l'Église qui ont été inculpés et ils ont été condamnés à des peines de 4 à 5 ans de prison et à des amendes de 10 000 $. Je trouve que c'est pas beaucoup. Pour avoir infiltré comme ça des filiales du gouvernement, je trouve que c'est pas cher payé. Enfin bref. Le 24 janvier 1986, Ron décède dans son ranch de Creston d'une hémorragie cérébrale. Et sachez que Ron a légué la majeure partie de sa fortune à l'église de la scientologie, bien sûr. Quelques mots sur David Miscavige, du coup. Ce type me fait froid dans le dos. Il a rejoint la scientologie très très tôt. À l'âge de 12 ans, il pratique déjà l'audition scientologue et à 15 ans, sa famille retourne à Philadelphie. Là, il va étudier dans une école secondaire locale et il affirme avoir été choqué par les abus de substances de ses camarades de classe. Du coup, en 76, alors qu'il n'a que 16 ans, il quitte l'école avec la permission de son père pour s'installer à Clearwater en Floride et il rejoint donc la Sea Organization en 68, la flotte de Ron. Donc là, Ron le nomme responsable de l'organisation du messager de Commodore et il a une femme, Michelle, qu'on appelle Shelly Barnett. Elle est devenue messagère à 12 ans. Je vous ai dit qu'il y avait des très très jeunes gens sur ce bateau. Alors Michelle, je vous ai parlé très très brièvement d'elle, la femme disparue, la femme cachée de David. C'est l'énigme, hein, une des énigmes de la scientologie, la plus connue, puisque c'est la femme du leader. Bon, alors elle épouse David en 1982. Donc, comme je vous dis, hein, ils ont grandi ensemble dans la scientologie, donc ils sont membres tous les deux du groupe d'élite Commodore Messager, là. Et la rumeur disait qu'elle avait joué un rôle important dans l'église aux côtés de David jusqu'en 2006. C'est là qu'après ça va se gâter. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo sur Tom Cruise et Katie Holmes. Léa Remini, certains doivent forcément la connaître, c'est la meilleure amie de Jennifer Lopez, mais pas que. C'est aussi une ancienne scientologue qui balance beaucoup de choses, elle a une chaîne YouTube, elle fait des émissions, tout ça, enfin bref, elle expose beaucoup la scientologie. Mais quand elle était encore scientologue, elle était présente au fameux mariage royal presque, hein, de Katie et Tom, et elle remarque que Shelly n'est pas là. Elle a trouvé ça étrange, d'autant plus que David
était le témoin de Tom. Donc quand elle a posé la question aux invités, scientologues, ils n'ont pas répondu. Donc elle a demandé à un des hauts responsables de l'église, Tommy Davis, où elle était. Il lui a répondu « Je ne pense pas que tu aies le rang, très honnêtement, pour me demander où est Shelly. » Bon, il lui a répondu ça d'une manière un peu plus vulgaire, mais je vous épargne les insultes, mais du coup elle était choquée d'entendre une telle réponse. Et elle dit que ça a déclenché en fait un truc en elle. Elle s'est dit « Waouh, il y a un truc très bizarre en fait. » Suite à ce mariage, Léa affirme qu'en raison de ces questions, elle a été envoyée dans un établissement religieux, scientologie, à Clearwater en Floride, où elle a subi un contrôle de sécurité, un récapitulatif de la vérité et une reprogrammation qui, selon elle, impliquait des formes d'interrogatoire intensives et exhaustives qui pouvaient durer jusqu'à 12 heures par jour. Pour autant, ces questions faisaient complètement sens. La dernière fois qu'on a aperçu Shelly en public, c'était lors des funérailles de son père l'année suivante en 2007 et elle n'a plus été refotographiée après ça. Donc la scientologie a nié sa disparition et a déclaré qu'elle allait bien, mais qu'elle voulait juste demeurer quelqu'un de privé. Elle n'est pas une personnalité publique et nous demandons que sa vie privée soit respectée. Ça, c'est ce qu'avait déclaré un porte-parole de la scientologie en 2013. Léa Remini a quitté la scientologie en 2013 et quelques semaines après, elle a déposé un rapport de personnes disparues auprès du LAPD et le LAPD a déclaré avoir rencontré Shelly. Les détectives l'ont trouvée vivante, en sécurité et par la suite, ils ont clôturé l'enquête pour personnes disparues. Shelly, she'll never be free. Your daughter-in-law. My daughter-in-law. Do you think he has the ability, the will, to order his wife be locked away? Absolutely, there's no question about it. Did you ask David where she was, your daughter-in-law? Did... Listen, you don't ask Dave a question like that. Do you believe she's alive? I hope so. I have seen David Miscavige beat people up hundreds of times. Does he have a conscience? Yeah, you know, I really don't know. And if I don't know, I guess he doesn't have one. Toutefois, il y a quand même autre chose aussi qui fait un peu peur au sein de la scientologie, mis à part donc les opérations freak-off, la disparition, enfin en tout cas le retrait volontaire bizarre de cette fameuse Shelly. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle the hole, le trou, et les techniques d'intimidation de la scientologie. Alors là aussi, c'est pas propre. Il y a d'anciens scientologues qui affirment que David Miscavige a envoyé des dizaines de cadres supérieurs à la Gold Base près de Hemet, en Californie. Et avant que David ordonne ceci, d'anciens membres ont déclaré avoir remarqué que David était extrêmement agité et paranoïaque à l'idée qu'il y ait un complot visant à le renverser. Donc ces dirigeants ont été enfermés dans... En fait, c'est des espèces, je vous mets des photos, c'est des petits bâtiments plein pied qui servaient de bureaux. Beaucoup ont fini par passer des mois, voire des années à vivre là-dedans. On y compterait même une centaine de personnes, selon certains témoignages. Donc ce ne sont plus des bureaux, maintenant cet espace-là est organisé sous forme de salle. Donc il y a de la salle A à la salle E. Et ça, c'est le nom du processus confessionnel de l'Église. Donc les étapes A à E. Et il y a donc le SP Hall. Donc SP, ça fait référence à Suppressive Person. Et ça, pour rappel, c'est donc les gens qui ont enfreint les règles de l'Église et ou qui ont une mauvaise influence sur les autres membres. Et ce SP Hall a par la suite été juste baptisé The Hall, le trou. Alors, The Hall est rapidement devenu un centre de détention pour des membres de haut rang qui déplaisaient. Je cite, « Honnêtement, les raisons peuvent être diverses, comme une mauvaise réponse à une question, ne pas répondre à une question, une expression faciale inappropriée, s'endormir après avoir été debout pendant plusieurs jours, n'importe quoi. Pour n'importe quoi, vous êtes dans le trou. » Ça, c'est ce qu'avait déclaré Mike Rinder, qui est un ancien porte-parole de la scientologie. Les portes avaient des barreaux, les fenêtres avaient toutes des barreaux, et il y avait une porte d'entrée sur laquelle un agent de sécurité nous surveillait 24 heures sur 24. Certains dirigeants ont été forcés de jouer les uns contre les autres à un jeu de chaises musicales dans lequel seule la dernière personne assise pouvait rester
au sein de la scientologie. Les autres seraient expulsés et ne seraient plus autorisés à voir ou à parler avec les membres de leur famille scientologue. À la fin d'un match tendu et violent, David aurait déclaré qu'ils pouvaient tous rester. D'autres récits de violence mentale et physique dans le hall incluent un cadre qui a été obligé de se tenir debout sous les fortes rafales d'un climatisateur alors que de l'eau était versée sur lui. Une femme a été battue par d'autres membres jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle était lesbienne et un autre membre a été obligé de lécher le sol d'une salle de bain pendant une demi-heure. Alors en 2009, le FBI a enquêté sur la scientologie sur des allégations de trafic humain. Et la même année, il y a 2 scientologues qui ont poursuivi l'Église, donc des anciens scientologues. Ils ont poursuivi l'Église de la scientologie en justice pour travail forcé et autres violations des droits de l'homme. Un juge s'est prononcé en faveur de la scientologie dans cette affaire en raison, entre autres, des protections du premier amendement pour les religions et leurs pratiques. Du coup, le FBI a abandonné l'enquête en 2011. Donc, bien que la scientologie ait reconnu qu'elle avait un système de discipline pour ses membres, elle a déclaré à ABC News que le hall n'existait pas et qu'il n'avait jamais existé et que tous ceux qui prétendent avoir été détenus là-dedans sont des menteurs. Voilà par exemple le genre de choses qu'on a pu entendre concernant les techniques d'intimidation de la scientologie et je vous l'avais aussi dit dans la vidéo sur That 70 Show, les séances d'audit où ils vous font parler là pour trouver exactement c'est quoi les traumatismes des vies antérieures. Vous en avez pas, hein, vous en rappelez pas, puisque vous en rappelez pas. Bref, ils vont quand même vous forcer à essayer de trouver quelque chose à leur dire. Ils vont essayer de vous faire cracher vos plus vilains secrets, toutes vos expériences, tout ce que vous pouvez vous souvenir, tout pour les satisfaire en fait, en pensant faire bien, être un bon élève et atteindre ce stade de clair. Mais il faut savoir aussi que tout ça c'est enregistré. Toutes ces sessions d'audition sont enregistrées. Donc c'est là où je vous disais qu'ils sont dangereux, c'est qu'en fait ils savent tout sur vous, tout ce que vous leur confiez naïvement, c'est enregistré, c'est documenté, ils le gardent en fait. Donc ils ont toute votre vie, ils ont tout sur vous. Donc ils ont pas mal de leviers en cas de pépin. Voilà, sachez quand même que l'église de la scientologie, bien qu'elle soit considérée comme une secte dans certains pays, elle revendique quand même près de 10 millions de fidèles à travers le monde, dont à peu près entre 40 000 et 45 000 en France. Pour ceux qui seraient passés à côté de la news, sachez qu'ils ont ouvert un bâtiment qui a coûté 33 millions d'euros là cette année, à 300 mètres du Stade de France. Ça a ouvert juste avant les JO. C'est bien parce que il y a quand même eu Village Olympique qui était juste à côté, donc si jamais on voulait faire de la pub, recruter ou quoi, c'était le lieu idéal. N'oublions pas non plus qu'on a eu la visite de Tom Cruise pour la cérémonie de clôture des JO. Ça en dit quand même long, je trouve, sur la position de la France par rapport à cette secte, Voilà, bon. Donc c'est là-dessus qu'on va se laisser et on se retrouve demain pour parler du plus célèbre porte-parole de la scientologie, à savoir donc Tom Cruise. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à demain. Mouah.